Notre invité, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, c'est Moudassirou Bassabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur le Bienvenue journaliste. sur l'Actu Matin. Merci. Alors, vous annoncez avec deux autres de vos collègues une gigantesque marche pour samedi prochain. C'est pour protester contre la cherté de la vie. Ma première question, et c'est une question de curiosité, pourquoi trois centrales et confédérations syndicales? Il y en a un peu plus, non, sur la place publique actuellement? Merci beaucoup de m'offrir l'opportunité d'en parler ce matin sur votre plateau. Je crois que on n'est plus trois puisque désormais la COSI s'est ralliée. C'est rallié, oui. Et je peux vous assurer également que nous avons le soutien de beaucoup d'autres confédérations. Et je suis persuadé que avant samedi, les ralliements vont se faire davantage. Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour entrer dans la rue? Parce que quand on voit, c'est vrai, les produits, les denrées alimentaires sont un peu chers aujourd'hui, mais il y a eu quand même par le passé, un passé récent, des actes posés par le gouvernement qui montrent sa bonne volonté d'aider, d'accompagner les citoyens, en tout cas les travailleurs, par rapport à leur pouvoir d'achat. Je pensais par exemple à l'augmentation de salaire, les sous-salaires et autres. Je pensais par exemple aux très bonnes conditions, c'est vous qui l'avez dit, en tout cas vous responsables syndicaux, aux très bonnes conditions, en fait, aux AME par exemple, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour entrer dans les rues? Non, je crois que quand on est un partenaire majeur, on ne cherche pas de prétexte pour monter ou aller dans la rue. Ce que l'on fait, c'est qu'on évalue un peu, disons, le chemin qui est parcouru et on essaie de voir quel est le niveau, disons, de satisfaction que les uns et les autres ont. Mais je ne crois pas qu'un responsable syndical ait dit dans ce pays que les conditions qui sont faites aux AME sont de très bonnes conditions de toutes les façons. Nous, on ne se reconnaît pas dans une déclaration du genre. Mais ce que nous savons, c'est que de plus en plus, avec la gouvernance de la rupture, en tout cas nous les partenaires sociaux, nous nous sentons trahis. Et trahis et peut-être même très abusés, parce que vous savez que les travailleurs, les partenaires sociaux ont été les premiers partenaires, d'accord, à faire confiance au régime de la rupture. Parce que nous avons, au lendemain de l'arrivée du chef de l'État, signé ce que nous avons appelé la charte du dialogue national et du dialogue social. Et donc, à partir du moment où nous avons signé cette charte-là, nous avons montré notre bonne volonté, disons, à participer à une construction, à une construction du pays. Et nous sommes donc disposés de manière à ce que nous puissions accompagner. Donc, nous sommes les premiers à avoir cru aux réformes. Donc, on savait très bien qu'il n'y a pas d'omelette sans des œufs cassés. Donc, on était conscient que le parcours va être laborieux, dur et difficile. Et c'est pour ça que, à l'appel de serrer la ceinture, nous n'avions pas opposé une résistance. Mais chemin faisant, nous avons constaté que, en réponse à cet engagement-là, le gouvernement n'a fait que réduire l'espace de liberté. Le gouvernement n'a fait que réduire un peu l'espace de dialogue qui progressivement a disparu. Or, on ne peut pas construire un pays si l'on ne dialogue pas. On ne peut pas faire des réformes si on ne s'explique pas pour nous entendre sur ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, vous avez évoqué des mesures qui auraient été prises en ce qui concerne le salaire, tout ça là. Moi, je crois que il y a la manière et le contenu. Et dans le discours, dans le processus, c'est dire qu'il faut dialoguer et obtenir des points d'accord. Si nous avons été sérieusement écoutés, interrogés sur la question des salaires, sur la question de la révolution du salaire, on aurait fait des propositions qui auraient permis au gouvernement, disons, non seulement de gérer de façon efficiente le problème, mais également d'offrir un espace plus épanouissant au pouvoir d'achat. Parce que pour nous, révaliser les salaires, par exemple, ce n'est pas faire une augmentation mathématique du salaire. Non, c'est de protéger le pouvoir d'achat. Mais les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans ce cadre-là, est-ce que ces mesures ont réellement protégé le pouvoir d'achat? Non. On a vu quand même des salaires qui ont bondi. Oui, mais les salaires ont bondi. Enfin, c'est vous qui le dites. Mais moi, je crois que quand on fait l'évaluation aujourd'hui, si nous sommes là encore à parler du palier de la ménagère, si nous sommes là encore à parler de la flambée des prix de première nécessité, ça veut dire simplement que s'il y a eu un effort réel, c'est que ces efforts ont été ruinés par une inflation qui n'a cessé de galoper. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'on veut protéger le pouvoir d'achat? Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de regarder les indicateurs qui relèvent de la souveraineté, qui permettent
aux travailleurs d'être épanouis dans son milieu de travail. Les indicateurs tels que, par exemple, l'énergie, l'eau, l'alimentation, le transport, c'est des indicateurs clés qui viennent ronger le pouvoir d'achat parce que ces indicateurs permettent de se sentir à l'aise sur le marché. Mais est-ce que ces indicateurs ont été scrutés? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si, au lieu de mettre 5 francs sur le salaire, si on avait baissé, par exemple, comment appelle-t-on, le prix de l'eau, si on avait baissé, par exemple, le prix de l'énergie, si on s'était assuré que le carburant est à bon marché, est-ce que si on a scruté ces éléments-là, si on avait travaillé sur ça, et qu'on s'est entendu sur les indicateurs sur lesquels il faut pousser le curseur, on n'aurait pas véritablement besoin, parce que quand on a fait les surenchères, on a demandé, on a mis sur salaire, tout ça là, les autres ont ajusté les prix. Hein, le gouvernement dit par exemple, il ne faut pas payer plus de 3 mois d'avance, mais on vous dit, mais ce n'est pas le gouvernement qui a construit ma maison. Donc moi je veux 6, je veux 1 an. Donc il y a des réalités qui sont là. Et aujourd'hui, parce que nous avons cru à ce gouvernement, nous avons signé cette charte de dialogue social, et que ce gouvernement lui-même a dénoncé la charte, tout simplement parce que cette charte-là imposait au gouvernement de ne pas faire de réformes, de ne pas mettre de réformes en œuvre s'il ne consulte pas les partenaires sociaux. Je crois que c'est la partie qui gêne le plus. Et à partir du moment où le gouvernement s'est senti gêné par cette partie, il a remis en cause cet espace-là. On n'en parle plus. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'interlocuteur dans le gouvernement. Quand vous avez une difficulté majeure, quand il y a un problème qui se pose, vous n'avez à qui s'adresser dans le gouvernement pour dire voilà ce qui se passe. Il y a pourtant des rendez-vous annuels. Non, j'en viens. Oui. Ces rendez-vous, vous les avez vus depuis quand? C'est terminé. Ça fait plus d'un lustre que ceux qui sont appelés à ce dialogue réclament simplement la convocation de la commission, mais ça ne vient pas, le gouvernement se tait là-dessus. Donc, non seulement qu'on a réduit progressivement l'espace de liberté, on a réduit en peau de chagrin l'espace de dialogue, et donc aujourd'hui, il n'est même plus possible d'assurer la veille citoyenne, il n'est plus possible de suivre l'application des mesures et l'impact sur la population. Le résultat, c'est que le ras-le-bol est général. Le résultat, c'est que tous les Béninois se plaignent. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, très peu de Béninois mangent 3 fois par jour. Le résultat, c'est aussi que se déplacer aujourd'hui, c'est un luxe dans ce pays-là. Donc, quand vous regardez un peu de près, on n'a pas meilleure solution pour dire à ce gouvernement que même si elle pense avoir les meilleures solutions, il est bon de confronter ces solutions-là aux réalités. Il est bon d'échanger avec d'autres partenaires qui ont été conçus pour que la gouvernance soit, disons, la plus apaisée possible. Aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de répondant. Il faut que le gouvernement s'asseye et accepte de dialoguer avec nous pour nous dire concrètement, expliquer les choses et que nous puissions lui apporter notre contribution pour que ces problèmes-là soient réglés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je crois que la meilleure façon de rétablir ce dialogue qui est indispensable, c'est justement... C'est de demander au gouvernement de constater avec nous que ça ne va pas. Alors, quand même, à l'annonce ou au constat, pardon, de la cherté de la vie, notamment à la hausse du prix de la mesure du maïs, il y a quand même que certains ministres sont sortis pour expliquer un peu ce qui se passe. Vous aviez dû certainement entendre, et cela ne dépendait pas forcément des choix opérés par le gouvernement. On a parlé, par exemple, je dois dire, de la faiblesse de production, on a parlé de la faiblesse de la terre et de son rendement, on a parlé bien d'autres choses. Non, les éléments qui sont évoqués ne sont pas des éléments, disons, spécifiques au Bénin. Et nos terres ont subi des assauts qui les ont dégradées, ça c'est réel. Mais nous savons que lorsqu'on veut chercher une solution à un problème, on implique les acteurs. À la date d'aujourd'hui, est-ce que nous avons discuté avec les acteurs de la meilleure formule qu'il faut pour que nous puissions avoir une production qui soit à la hauteur de nos besoins? Est-ce que nous n'avons regardé avec nos techniciens quelles céréales peuvent venir en appoint et quelles sont les céréales qui répondent aujourd'hui à l'état de nos terres? Parce que c'est pas une question de se mettre dans une logique de subvention des intrants pour espérer qu'on va mettre beaucoup plus d'intrants, ça veut dire qu'on va dégrader davantage les sols, et puis après, on va dire, bon, on est coincé. Ce que nous disons, quelle est aujourd'hui même la réforme foncière qui nous permet de dire aujourd'hui, nous avons des zones cultivables protégées, nous avons des zones destinées à l'industrie qui sont protégées, et que nous savons très bien que nos administrations territoriales ne pourront pas évoluer sans un plan directeur territorial. Donc aujourd'hui, c'est un débat qui est ouvert. Donc il n'est pas question que le gouvernement pense qu'il est le seul
à avoir, disons, cette intelligence pour proposer des solutions pour ces problèmes. Par le passé, on a vu quand même le gouvernement dans une attitude droit dans ses bottes. Vous pensez vraiment que ça va faire quelque chose, cette marche de samedi? Je crois que même les membres du gouvernement ont intérêt à marcher avec nous. Ah oui, pourquoi? Oui, parce que justement... Ils n'ont pas le même salaire. Non, Ils n'ont pas les mêmes soucis que vous. Justement, ce n'est pas possible de gouverner un pays et ne pas avoir les mêmes soucis que la population. Et c'est cela que nous disons. Est-ce que nous sommes d'accord que la vie est chère, de plus en plus chère? Est-ce que nous sommes d'accord que de plus en plus l'espace de liberté s'est réduit? Est-ce que nous sommes d'accord qu'il n'y a plus de dialogue, que c'est en panne? Ces constats-là sont réels, puisqu'ils sont partie prenante, disons, de l'espace de dialogue. Ils nous ont rencontrés combien de fois? Ils partent de quoi avec nous? On a le sentiment que le gouvernement veut simplement que tout ce qui ira comme succès dans le pays lui soit attribué. Et que les autres partenaires ne contribuent à rien. Même quand on prend des solutions, vous voyez, vous êtes en partenariat avec quelqu'un. Et puis, vous avez posé un problème. Vous posez le problème, il trouve la solution. Peut-être il pense que c'est la meilleure. Mais il n'en parle pas avec vous. Et puis, il se met dans une campagne médiatique pour dire... Et après, quand vous analysez les mesures, vous vous rendez compte qu'il est passé à côté de la plaque. Parce que justement, vous avez posé le problème, mais les thèmes dans lesquels les problèmes se posent et les souches, parce qu'il ne faut pas saupoudrer, il ne faut pas prendre une mesure conjoncturelle pour dire qu'on a réglé un problème. Est-ce qu'on a trouvé le problème, on a touché le problème à la racine? Ce gouvernement ne va pas à la racine des problèmes. Ce gouvernement est dans une communication qui met simplement en exergue des éléments de croissance qui sont en convergence avec des normes qui ne sont pas les nôtres, puisque on va vous dire il y a ci, il y a ça, mais... Oui, il y a quand même des notations de structure internationale qui montrent quand même que l'économie va très bien. C'est quand même curieux que... Ces structures-là opinent à partir d'où? De quel territoire? À partir d'éléments techniques évidents. Ces éléments techniques, on vous dit que c'est objectif. C'est objectif par rapport aux normes que les gens veulent qu'ils soient disponibles pour aggraver l'endettement. Et vous savez très bien que le service de la dette est un élément essentiel aujourd'hui dans l'avancée des pays. Et ce service de la dette-là, vous savez qu'il nous coûte très cher. Il coûte tellement cher qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Donc aujourd'hui, les gens ventilent des résultats pour faire croire à nos dirigeants qui sont dans la bonne ligne. Écoutez, vous pouvez encore emprunter davantage. Le résultat, c'est qu'on dit, on a des performances qui nous permettent d'emprunter davantage. Qui peut être heureux en s'endettant? Il n'y a pas de philanthropie dans le placement des ressources. Les autres veulent rentabiliser leur capital et ils savent très bien qu'en nous maintenant dans une posture de rêve irréaliste, nous allons continuer par venir emprunter. Et chaque fois qu'on emprunte, c'est un espace de liberté qui est réduit. Chaque fois qu'on emprunte, c'est le pouvoir d'achat qui s'effrite. Parce qu'il faut servir, il faut faire le service de la dette et ce service-là, il est toujours douloureux. Pourquoi vous avez choisi un samedi? Pourquoi pas un jour ouvrable? Oh, vous savez que autant nous avons le souci d'une bonne performance de notre économie, de la production, nous pensons très bien que l'un des sacrifices qu'on peut faire, c'est que nous ne puissions pas utiliser ces heures de production pour faire un partenariat que nous voulons vraiment un partenariat constructif. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas la possibilité de faire ça n'importe quel jour. Mais peut-être peur qu'on vous défasse. Non seulement les jours de grève, mais aussi faire des défactions. Si nous avons peur, aussi rigoureux là-dessus. Vous aurez l'occasion de constater que aucune de ces lois ne nous font plus peur. Véritablement, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous, on montre notre bonne volonté de construire, de participer à la construction du pays. On l'a montré plusieurs, 3 fois. On n'a pas le sentiment que nous avons en face des partenaires qui veulent. Donc vous allez être anti-républicain, violer les lois? Non, je crois que s'il y a une loi qui ne sert pas les intérêts du peuple, si on la viole, on ne perd rien. Je ne dis pas que c'est l'esprit que nous allons le faire, mais une loi restera une loi, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'elle cesse de servir de façon ostentatoire les intérêts de ceux pour qui on a légiféré, je crois que la souveraineté du peuple permettra de remettre en cause cette mesure. À la fin de la marche, qu'est-ce que vous attendez concrètement? À la fin de la marche, que le gouvernement change de posture. Premier résultat que nous voulons, que le gouvernement enclenche des négociations sérieuses sur les problèmes que nous avons posés. Et qu'il soit possible aujourd'hui de coproduire les solutions. Parce que ça, c'est un élément déterminant. Dans une république, et j'ai dit à l'entame de cette démarche que nous avons constaté depuis cet temps que
le social et le cœur ont déserté la gouvernance de ce gouvernement. Et quand on arrive à cette situation-là, c'est la méchanceté qui s'installe. Vous allez constater qu'en lieu et place d'une pédagogie de port de casque, on est passé à une réprimande sauvage, donc une méchanceté gratuite. Oui, je vous le dis. Un peu, non, je n'exagère pas, vous avez suivi. Et puis, non, mais justement, mettez les bavures bout à bout pour voir que si c'est qui était sollicité. Parce qu'on dit de porter les casques, tout le monde sait que c'est pour la sécurité des citoyens. Mais quand on constate l'infraction, on n'a pas besoin de pourchasser les gens comme des malfrats et de faire ce que nous avons comme spectacle là. Donc, nous sommes allés progressivement, la méchanceté s'est installée et nous sommes en train de craindre le génocide qui pointe à l'horizon. Parce que... Vous exagérez dans les choix de mots. Non, il n'y a pas de génocide comme moi, je crois qu'il vaut mieux que nous puissions commencer par appeler les choses par leur nom pour que nos consciences soient touchées. On ne le fait pas pour blâmer quelqu'un. Ce que nous disons qui est clair, c'est que la situation est grave. Et qu'on ne peut pas continuer par évoluer en pensant que les intelligences des autres Béninois ne peuvent pas contribuer à mieux asseoir une démarche qui mette tout le monde dans un mieux vivre, qui permette à chacun de se sentir à l'aise. À la date d'aujourd'hui, on n'est pas à l'aise. Or, le mandat du gouvernement, c'est de partager le mieux-être, c'est de partager l'aisance pour que chacun se trouve cela. Aujourd'hui, on se dit, voilà, on a de bonnes performances en matière de recouvrement des taxes et impôts. Ça veut dire que le peuple fait son devoir. La discipline. Malgré. Oui, justement, malgré la pilule. Donc, et puis, lorsqu'on fait ça en retour, c'est notre devoir également de dire, mais on a fait ça, on veut mieux vivre. Donc, on veut mieux vivre, on ne demande pas au gouvernement de nous donner la lune, mais on veut mieux vivre. Et pour mieux vivre, la base essentielle d'abord, c'est de dialoguer sur les conditions. Qu'elles soient bonnes ou pénibles, il faut en discuter. Et quand on a fini de discuter, on dit voici les solutions qui s'offrent à nous. Et à partir de là, on choisit les solutions qui affectent le moins possible la vie des gens et qui permettent de vivre. Regardez, ça fait des années, on dit, il y a l'art. Qu'avec votre carte biométrique, vous pouvez accéder à beaucoup de services sociaux. Aujourd'hui, on accède à quel service avec ça? La santé? Non. La phase expérimentale. Allez sur le terrain. Non, s'il vous plaît. Et qui ont fait l'expérience. Je sais qui ont témoigné. Vous êtes un plateau crédible. Donc, je ne me permettrai pas de dire n'importe quoi sur votre plateau. Allez sur le terrain. D'accord? Et constatez vous-même. Maintenant, qui est-ce qui rend compte des bénéfices ou de l'impact de cette histoire sur les populations? Il n'y a personne. Quel est le cadre dans lequel nous pouvons opiner sur ces résultats ou dire tout au moins attirer l'attention? Il n'y en a pas, puisqu'on n'a pas d'espace de dialogue, on a tout bafoué. Et aujourd'hui, on dit, bon voilà, le moment n'est pas... Non, je crois qu'il n'y a aucun moment qui soit propice pour exprimer le ras-le-bol, pour amener surtout les gouvernants à gouverner au profit du peuple et des citoyens. Monsieur Mudassirou Bassabi, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, je rappelle que Mudassirou Bassabi est le secrétaire général de la CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. Il était sur ce plateau pour parler de cette marche annoncée pour samedi prochain, aux côtés donc de deux autres centrales et confédérations syndicales, à désormais 4. Et puis, donc, avant samedi, on en aura certainement plus. Je veux citer la CGTB, la CSA Bénin, l'UNSTB et puis la COSI qui est là qui vous a rejoint. Allez, merci beaucoup encore une fois et vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous aurez dans la suite d'Actu Matin, la revue de presse vers la fin de cette émission. Vous aurez un peu avant Ouliat Sanoussi et son immersion, une réalisation qu'elle fait avec Moufid Sabouran. Et avant cela, notre plateau de discussion, on aura deux sujets à évoquer. On va commencer déjà par parler de cette
Marche annoncée samedi prochain hein, contre la cherté de la vie, annoncée par les centrales et confédérations syndicales. Puis on constatera avec vous qu'il y a une multiplication des drames concernant justement le transport fluvial. Le dernier cas en date, eh ben, c'est cet accident survenu dans la commune de Soava avec un bilan assez lourd. 6 personnes sur 12 sont mortes sur le champ. On en parle donc et on constatera un peu la difficulté au niveau donc du transport fluvial.